Gabriel Serville, bonjour. Monsieur le Président, merci d'être avec nous à Outre-mer 360. Bonjour. Monsieur le Président, vous avez été investi officiellement vendredi dernier à la tête de la CTG, après une élection au cours de laquelle votre liste a remporté 55% des suffrages. Une élection surprenante. Élection surprenante par rapport au score que nous avons réalisé, parce qu'en effet, dès le départ, on avait la certitude que nous pouvions la gagner, mais pas avec un écart de voix aussi important. On s'attendait à gagner avec 50,5 à 51% des suffrages exprimés, et puis on a été agréablement surpris par le score réalisé, et bon, on s'est dit c'est tant mieux. Un score colcosien, presque. On peut le dire, on aurait pu faire mieux, mais on aurait pu faire aussi moins bien. Nous allons revenir sur ce score, nous allons revenir sur la participation en Guyane et Outre-mer, qui n'a rien à voir avec celle de l'Hexagone, mais cette émotion que l'on ressent encore chez vous, cette émotion passée, ça fait quoi de se retrouver à Paris, non pas dans votre costume habituel de parlementaire, mais dans un autre habit de lumière qui est celui de président d'une collectivité territoriale? J'avoue effectivement que je n'ai pas encore tout à fait réalisé ce qu'il s'est passé le dimanche 28, parce que même si on s'attendait à cette victoire, bon, on l'a eu avec un score intéressant. Et puis le fait d'arriver effectivement dans la foulée à Paris pour participer à la réunion, à la première assemblée générale de l'Association des régions de France pour pouvoir accomplir un certain nombre de formalités qui sont liées à mon poste de député, fait que je n'ai pas vraiment encore réalisé ce qu'il se passe à mon niveau, parce que bon, j'avais l'habitude de faire le va-et-vient entre la Guyane et l'Assemblée nationale à Paris. Donc aujourd'hui, je me sens comme dans mes habitudes passées. Peut-être qu'il va falloir encore attendre quelques jours pour que je prenne véritablement l'ampleur, la mesure de ce que nous avons pu réaliser. Mais pour l'instant, je me sens très bien dans ce nouveau costume que je suis en train d'endosser. Et puis, je me suis toujours senti très bien dans le costume de député. J'ai encore la chance, jusqu'au 27 juillet, de cumuler les deux fonctions, effectivement. Vous avez le droit de cumuler? Vous n'avez pas peur que le Conseil constitutionnel, la patrouille vous rattrape? Non, mais de toute façon, on dispose d'un délai de 1 mois pour que je démissionne de l'ancienne fonction de député. Ça sera fait en temps et en heure. Dites-moi, nous allons revenir sur tout cela, mais la réunion de l'Association des patrons des régions de France, à laquelle vous avez assisté aujourd'hui, vous avez élu à sa tête une femme de gauche, Carole Delga. Elle succède à Renaud Muselier. Est-ce que les Outre-mer ont pesé dans cette élection? Je pense que les Outre-mer ont forcément pesé dans cette élection, puisque quand on observe bien, Huguette Bello à La Réunion et moi-même en Guyane, nous apportons à la gauche 2 voix, 2 belles voix qui ont pesé lourdement dans la balance et qui ont fait que, en termes de proportion, eh bien, la gauche et la droite se partagent le nombre de sièges à égalité, 9 de part et d'autre. Donc effectivement, je peux dire que si, on a vraiment pesé dans la balance. Est-ce qu'on peut dire que... Parlez-nous de cette association des représentants des élus des régions de France. C'est une association, effectivement, à la tête de laquelle on retrouve tous les présidents des régions de France. Alors, la Guyane a cette particularité que nous sommes à la fois région et département. C'est le même cas de figure que pour la Martinique. Et puis, il y aura aussi des vice-présidents qui vont participer aux assemblées générales futures. Cette association a pour but d'assurer le lien entre le territoire et le gouvernement, d'être vraiment le représentant, d'être l'avocat de ces collectivités pour faire en sorte que leur voix soit mieux entendue auprès du gouvernement et auprès du président de la République. Vous pensez que la Guyane va jouer un rôle important sur le plan national à partir de cela? La Guyane continuera à jouer un rôle important, surtout que notre équipe s'était dotée d'un slogan, c'est « Hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence ». Vous savez que la Guyane est en Amérique du Sud, c'est une plateforme déjà d'excellence par rapport à tout ce qu'elle produit, par rapport à la présence de la base spatiale, par rapport à tous les travaux de recherche qui sont réalisés dans le domaine des plantes médicinales, etc., des plantes tinctoriales, des plantes aromatiques. Nous avons des pans d'excellence chez nous. Maintenant, il faudra
faudra travailler à ce que ça soit mieux connu, mieux identifié. Nous considérons effectivement que la Guyane a tout son rôle à jouer, au même titre que les autres territoires d'outre-mer, puisque nous ne cessons de rappeler que si la France est une grande puissance mondiale, c'est vraiment par rapport à la possession de ces territoires d'outre-mer. C'est la deuxième zone économique exclusive au monde après les États-Unis grâce aux territoires d'outre-mer. Donc nous ne cesserons jamais de le répéter. Je crois que c'est cette dynamique-là qui va faire que nous serons beaucoup plus compris et mieux respectés par le gouvernement. Monsieur le Président, pardon d'être irrévérencieux. Ça, c'est une de mes marques de fabrique. Vraiment, pardon d'être irrévérencieux. Quelle différence entre votre langage, celui de votre prédécesseur et celui de tous les patrons d'outre-mer? La place de l'outre-mer dans la France. Non, mais le langage, il est peut-être différent par rapport à la posture. Je crois que la posture est même plus importante que le langage, puisque nous disons quasiment tous les mêmes mots, nous avons tous les mêmes expressions. Mais durant la campagne, pour ce qui nous concerne en Guyane, on avait dit qu'on pouvait gagner à condition d'avoir une posture différente. Et cette posture, c'est celle du respect. C'est la posture de la parole qui fait sens, parce que les hommes et les femmes qui vont l'incarner seront en capacité de tenir leurs engagements à la fois vis-à-vis de la population, mais également vis-à-vis du gouvernement. Je crois que trop souvent, nous avons souffert de politiques qui parlaient des fois bien, mais qui n'arrivaient pas à être constants dans la posture. Et je pense que ce qui va changer à partir de maintenant, c'est qu'on va joindre le geste à la parole. Et donc, vous aurez l'occasion de voir dans les jours qui viennent comment les choses vont bouger favorablement. On va voir les choses point par point tout à l'heure. Je reviens sur la question du taux de participation. Je disais colcousien il y a un instant. Et ça frappe d'autant qu'il y a une dichotomie entre la participation outre-mer, notamment à Mayotte et en Guyane. À quoi attribuez-vous ce taux de participation très très fort? Est-ce que les gens d'outre-mer, les hommes d'outre-mer, les citoyens d'outre-mer sont plus républicains que les Français de l'Hexagone? Je ne dirais pas que ceux des Outre-mer seraient devenus plus républicains que ceux de l'Hexagone. Plus français, disons. Même pas plus français. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience qui s'est faite chez nous, notamment en Guyane, également à Mayotte certainement, mais que tout cela tient des difficultés que rencontrent ces territoires. Si je prends le cas de la Guyane, je rappelle qu'en mars-avril 2017, nous avons eu des manifestations de rue où la population a réclamé un vrai changement. Et on a eu le sentiment qu'entre 2017 et 2021, il ne s'est rien passé. Il y a eu des promesses qui ont été prises, il y a des engagements qui ont été pris par le gouvernement, mais là où il fallait que les élus à la tête du territoire se positionnent pour pouvoir établir le lien entre la population et le gouvernement et faire la démonstration des avancées palpables, il y a eu une espèce d'absence de communication, voilà, une communication qui n'a pas été bien menée et qui a peut-être fait croire aux citoyens, aux électeurs, aux électrices de ces territoires que rien ne se faisait. C'est vraiment ce sentiment de ras-le-bol qui a dû se manifester à travers ce taux de participation très important. Mais à côté de cela, je reconnais que nous avons quand même travaillé sur le fond pour expliquer à la population que chaque vote vaut de l'or, que chaque vote valait du diamant et que on ne pouvait pas être là à réclamer d'être respecté par le gouvernement si au moment de ces respirations démocratiques, nous n'étions pas en capacité d'apporter notre souffle personnel à travers une belle mobilisation. Et je pense que ce discours-là, la population l'a parfaitement compris. Je retiens 3 mots. Vous avez parlé de mobilisation, vous avez parlé de 2017. Est-ce que votre image n'est pas associée à 2017 au tremblement de 2017? Est-ce que cette coalition, ce n'est pas une coalition des méchants, est-ce que cette coalition ne vous fait pas peur? Est-ce que vous n'êtes pas prisonnier de cette coalition? Non, pas du tout. Vous savez, depuis très longtemps, depuis que je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 2012, et même bien avant, j'ai toujours considéré que nos territoires aurait pu avancer plus vite et mieux, à condition qu'il y ait le respect du triptyque de responsabilité. Les élus qui ont leur part de responsabilité, les services de l'État qui ont la leur, bien évidemment, et puis le troisième pied du triptyque, j'ai toujours dit que c'est la population. Et on peut considérer que tant que la population ne se mobilise pas, mais ça c'est vieux comme l'histoire de ces territoires, le triptyque ne fonctionne pas et le gouvernement n'entend pas. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle, personnellement, j'ai toujours milité
pour que, il y ait une bonne communication entre la population et moi dans mes activités de parlementaire. Mais j'ai toujours dit également que lorsque le gouvernement nous faisait des fins de non-recevoir, qu'il fallait naturellement que la population monte au créneau, si je puis dire, entre guillemets, pour manifester son désaccord. Et il faut quand même savoir que durant les événements de mars-avril 2017, j'ai été partie prenante, j'étais dedans, j'ai marché, j'ai défilé dans les rues, j'ai été signataire également des accords. Donc les choses se sont passées comme ça et c'est la raison pour laquelle je considère que j'ai été à ma place en 2017, que je suis à ma place aujourd'hui. Et donc loin s'en faut, je ne me sens pas du tout prisonnier de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. Vous avez parlé de triptyque. On peut dire qu'on peut résumer votre projet avec essentiellement développement économique endogène, coopération régionale plus forte et évolution du statut. Je me trompe ? Alors je vais dire OK pour l'évolution du statut, que je présente comme étant un outil qui doit nous permettre d'aller plus vite et plus loin. Quelle évolution de statut alors que Rodolphe Alexandre disait évolution... Il faut se hâter lentement et que ne pas parer. Bon, on peut dire ça comme ça aussi, comme dirait le rabbin. Mais nous sommes prêts. C'est l'enfant que vous attachez à son berceau au motif que vous avez peur qu'il tombe et qu'il se fasse mal sur le bord de la table. Il ne va jamais devenir un adulte responsable. Donc vous voulez accélérer le mouvement vers quel statut? Alors, il ne s'agit pas de l'accélérer, il s'agit de suivre la progression normale, de suivre l'évolution, le cours normal des choses. Alors le jusqu'où, c'est la population qui va nous le dire parce que nous allons reprendre le travail là où nous l'avons laissé. De toutes les manières, la population aura son mot à dire à un moment donné, puisqu'il s'agit de la solliciter pour qu'elle nous dise si oui ou non elle est d'accord avec les préconisations que nous allons lui faire. Le deuxième élément qui nous paraît extrêmement important, c'est d'arriver à maîtriser le foncier, puisque vous savez que 95% du foncier en Guyane appartient à l'État. Et lorsqu'on veut construire des écoles, quand on veut faire des routes, quand on veut mettre en place des équipements structurants, quand on veut développer l'agriculture, tout ça se fait à partir du foncier que nous ne maîtrisons pas. Et nous considérons qu'il faut arriver rapidement à maîtriser ce foncier. Et puis parmi... Pardon de vous interrompre, vos prédécesseurs se sont cassés les dents sur l'histoire du foncier. Je me souviens même du président Karam à l'époque qui disait la chose suivante: nous avons la plus grande forêt d'Europe et nous ne sommes pas maîtres de cette forêt chez nous. Mais je vous ai parlé tout à l'heure, Luc, de la question de la posture. Nous aurons une posture différente qui fera que notre parole sera mieux prise en considération par les services de l'État et je vous garantis que cette question-là, elle va évoluer très rapidement. Je ne dis pas que le problème sera réglé dans 6 mois, mais je suis prêt à faire le pari qu'avant 2028, qui sera la fin de la mandature, ce problème, cette question seront largement réglées. Je voulais juste terminer en disant que nous allons décréter d'autres chocs, choc budgétaire, choc fiscal, choc démographique, parce qu'en Guyane, on ne sait pas combien d'habitants nous sommes. Comment peut-on gouverner un territoire comme la Guyane si nous ne savons pas combien de personnes y résident? Je crois qu'effectivement, il faut commencer par le commencement. Et puis les dotations budgétaires, la fiscalité qui ne sont pas adaptées, nous allons nous mettre au travail sérieusement avec les services de la préfecture, avec les services de Bercy, avec les services du ministère des Outre-mer, pour que rapidement on arrive à trouver les moyens de répondre aux questions que se pose la population. L'orifère, vous savez que j'avais obtenu avec mon groupe GDR à l'Assemblée nationale sur notre droit de tirage la possibilité de mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur les conditions de la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. Ça fait 4 mois que nous sommes en train de travailler. La semaine prochaine, dans 2 semaines, nous allons produire le rapport final qui va faire un certain nombre de préconisations que nous pourrons traduire soit dans le règlement, soit... Alors, 2-3 pistes, il y a la piste législative sur laquelle on travaille pour pouvoir modifier le cadre pénal, modifier la réglementation, savoir comment on s'organise. Il y a la piste sur les moyens, parce qu'on s'est rendu compte que les militaires qu'on envoyait en forêt n'étaient pas forcément dotés des moyens modernes, des moyens de renseignement qui devraient leur permettre d'être plus efficients. Il y a la piste liée à la coopération régionale, parce qu'on a bien compris que tout le monde ne joue pas forcément la même partition entre la Guyane de côté, le Suriname qui est alimenté par des grands argentiers chinois qui trouvent leur compte de l'orpaillage illégal, et puis de l'autre côté le Brésil qui ne joue pas nécessairement la bonne partition. Il y a matière à renforcer cette coopération régionale, à la rendre beaucoup plus efficiente et que l'on se parle sérieusement avec une belle authenticité, parce qu'autrement on pourra se retrouver dans 20 ans à se dire la même chose. Donc c'est tout ça que nous mettons sur la table au jour d'aujourd'hui et nous espérons faire aboutir très rapidement ces revendications. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Vous parlez beaucoup de coopération régionale, mais vous parlez également de nos voisins, amis et frères brésiliens et surinamiens. Alors, si c'est porte ouverte ou porte close?
Alors, c'est porte semi-ouverte, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité de communiquer avec nos voisins, c'est la moindre des choses. Mais en même temps, il ne s'agit pas d'accepter tout et de faire n'importe quoi. Vous savez qu'il y a des filières mafieuses autour de l'orpaillage illégal en Guyane. Il y a des têtes de pont qui se trouvent au Brésil. Et puis, les 10 000 à 15 000 orpilleurs que nous avons sur le territoire de la Guyane sont souvent des pauvres gens qui trouvent par ce biais-là la possibilité de nourrir leurs familles qui sont restées au Brésil. Là, on est vraiment face à une situation qui est malheureuse à la fois pour eux, mais qui est aussi malheureuse pour les gens de chez nous, parce que c'est notre pays qui est sali, c'est notre or qui est pillé, ce sont les populations amérindiennes de Guyane qui sont empoisonnées au méthylmercure, avec tous les comportements que l'on voit, les comportements suicidaires chez les jeunes, avec des naissances d'enfants mal formés à cause de l'imprégnation au méthylmercure de leur maman. Donc c'est un vrai problème de santé publique, c'est un vrai problème qui touche à l'environnement, à la protection de notre biodiversité, dont on sait que c'est une richesse pour la Guyane, mais que c'est aussi une richesse pour la France, pour l'Europe et pour le monde entier. Donc on a intérêt effectivement à se pencher sérieusement sur cette question-là. On termine sur la coopération régionale. Oui. Haïti, ce drame d'Haïti. Alors vous allez ouvrir, vous allez quand même rebattre les cartes sur le Suriname, sur le Brésil. Haïti, vous le considérez comme un cousin, un frère, un parent, un danger. J'ai envie de dire que Haïti, c'est plus qu'un cousin, c'est plus qu'un cousin, c'est plus qu'un frère. L'histoire de l'accession de Haïti à l'indépendance en 1804 a ouvert un grand chemin aux nations nègres, aux autres républiques noires, etc. Haïti a été un modèle, un précurseur vis-à-vis de cela. Et aujourd'hui, on peut dire qu'entre Haïti et la Guyane, c'est jeté un pont humain depuis 1963 qui fait que quand Haïti s'enrhume, c'est la Guyane qui tousse. L'assassinat du président Jovenel Moïse nécessairement va entraîner de grosses difficultés. Haïti va plonger certainement, je ne le souhaite pas, mais c'est un problème que l'on peut craindre, dans un chaos indescriptible, avec les conséquences que l'on peut imaginer en termes d'émigration des Haïtiens de tous azimuts, et y compris vers la Guyane. Vous savez, les difficultés que nous rencontrons déjà, il y a beaucoup d'Haïtiens qui arrivent en Guyane, qui sont accueillis par des familles, par des amis. Nous savons les difficultés que cela pose parce que ce n'est pas une émigration que l'on avait préparée, donc ça pose des problèmes pour scolariser les enfants, pas assez de logements, pas assez d'équipements structurants. Et moi, j'ai l'occasion de dire à monsieur le préfet, il n'y a pas si longtemps que cela, suite à l'assassinat de Jovenel Moïse, que nous devrions rapidement nous mettre autour de la table pour prévoir, pour accompagner. Moi, ce que je regrette, c'est que ça fait quelque temps qu'en ma qualité de président du groupe parlementaire d'amitié France-Haïti, je n'ai eu de cesse de demander au gouvernement, de demander à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, d'accompagner ce territoire avec la présence des États-Unis, avec la présence du Canada, avec les États de la Caraïbe, pour faire en sorte qu'ils puissent garder la tête hors de l'eau. Les Haïtiens ne demandaient pas d'ingérence des pays étrangers. Les Haïtiens demandaient simplement que, dans l'optique du référendum qu'ils étaient en train de préparer pour modifier la Constitution, et qu'ils puissent avoir un regard suffisamment objectif de la communauté internationale sur le plan purement juridique. Et ce que j'ai compris, moi, c'est que la France avait peur de regarder Haïti en se disant qu'il y a peut-être plus de coups à prendre que de galons à gagner en allant accompagner ce territoire. Mais à chaque fois, j'ai rappelé l'histoire qui a lié Haïti et la France, l'histoire de l'indépendance, la dette de l'indépendance. Croyant beaucoup en la théorie des battements d'ailes de papillon, je me dis que ce qui s'est passé en 1804 doit encore avoir des répercussions aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que je considère la France comme étant la seule responsable de ce qui se passe en Haïti, mais je crois qu'on ne peut pas nous s'exonérer aussi facilement de notre responsabilité. Donc je continuerai à plaider cette cause et à faire en sorte que le gouvernement français entende la nécessité de mieux accompagner ce territoire. Monsieur le Président, pour terminer, que de chantier, que de chantier, que de chantier. Vous n'êtes pas un peu fatigué avant même d'avoir commencé? J'ai l'air de quelqu'un fatigué? On ne dirait pas, mais vous le serez dans quelques semaines ou dans quelques jours? Non, je le serai en 2028. Puisque j'ai dit qu'en 2028, j'arrête la politique, je reprends ma guitare basse et je me mets à écrire tout ce que j'ai pas pu dire, tout ce que j'ai pas pu dire oralement et verbalement. C'est la guitare basse, oui. Mais Monsieur le Président, merci. J'espère qu'on va se voir avant 2028. Certainement. Que vous aurez l'occasion d'être reçu par nous. Et si vous m'invitez, c'est volontiers que je répondrai à l'invitation. Nous invitons l'ensemble des hommes politiques et des hommes qui représentent l'économie dans les Outre-mer. Merci. Merci, Monsieur le Président. À très bientôt. Au revoir.